want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 66 du Fly Podcast Fly. On est enfin dans la saison 2022. À l'heure où on se parle, on est à la fin du mois d'août. C'est dans 2 semaines que ça commence et on va pouvoir faire une revue d'effectifs avec l'équipe habituelle. Loïc, salut Loïc. Salut Victor. Et Grégory, salut Grégory. Salut les garçons. Bon, alors des bonnes vacances pour tout le monde. On est frais, on va pouvoir débriefer, on ne va pas perdre de temps. On va tout de suite démarrer la revue de effectifs. On va tout de suite démarrer et pour tout vous dire, on va revoir l'effectif, on va classer des points forts, des points faibles, des interrogations. Et je vais commencer avec quarterback parce que c'est quand même le poste clé de ce sport. On a donc Jalen Hurts, le titulaire. On a aussi Gardner Minshew, un backup plutôt de luxe. On verra ce soir s'il y en a un troisième qui est gardé, mais normalement, ça devrait être ces deux-là. Grégory, je commence avec toi. Est-ce qu'on peut mettre Jalen Hurts ailleurs que dans interrogation ? Parce que finalement, c'est sa performance qui va déterminer en grande partie si les Eagles vont réussir ou pas cette saison. Oui, moi je pense qu'il faut le mettre dans confirmation ou non. Je n'ai pas d'interrogation. L'interrogation, ce serait si l'an dernier, on n'avait pas été en play-off, si par séquence, il n'avait pas été excellent. C'était que… Bon, alors je sais qu'on a un débat. Moi, je considère que c'était que sa première année de titulaire. Pour d'autres, comme il y avait eu 4 matchs en fin de saison d'avant, sa deuxième, je considère que c'était un rookie plus, quoi. Je pense qu'emmener son équipe en play-off avec si peu d'escouade de receveurs et certes une très bonne ligne, ce qui aide, c'est fort. Les capacités de leader, c'est bon. On connaît ses points faibles. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit meilleur dans les lancers, qu'il lâche le bras davantage. Mais est-ce que c'était parce qu'il y avait un manque de cible ou c'est parce qu'il avait un manque de bras ? Là, OK. On aura la réponse puisqu'il a des cibles. Beaucoup de cibles, comme rarement dans cet effectif. Donc, moi, j'ai confiance. Et il sait qu'il joue très gros parce qu'on l'a dit et répété, mais pour ceux qui nous rejoignent, la réalité, c'est qu'avec l'effectif qu'il y a, si Sirianni continue à être bon aussi, si ça ne marche pas, et que ça se voit, il sautera. Ils auront suffisamment de draft l'année prochaine pour aller chercher un QB vétéran avec des échanges ou aller chercher une future star. Donc, il joue très gros. Je pense qu'il a la capacité à résister à la pression. Donc, ce n'est pas interrogation. C'est une attente de confirmation avec de la progression encore et toujours. S'il y a ça, ça ira. Et je pense, pour finir sur Hurts, que si je suis objectif, malgré l'amour que j'ai pour lui, le fait qu'il soit coureur va encore accentuer les menaces vu notre escouade de receveurs. Je pense qu'il aura moins besoin de courir, mais que ça va être quand même assez exceptionnel pour nous si jamais on tombe sur une escouade défensive costaude en CB et en safety. Quant à Gardner Minshew, c'est une excellente doublure. Voilà. Après, pour le poste de troisième quarterback, je m'en fous un peu. Parce qu'a priori, quand même, il n'y a pas de raison qu'on le voit sur le terrain. Non, c'est sûr. Et tu disais la puissance, etc. Il y a une prise de muscles et de masse musculaire assez incroyable chez Hurts cette saison. Loïc, de ton côté, nous c'est vrai qu'on a toujours été un peu plus sceptiques que Grégory sur le cas de Jalen Hurts. Mais par contre, on ne peut pas nier qu'il n'est pas un point faible aujourd'hui. Il est le facteur X, comme on dit, qui déterminera cette saison. Oui, exactement. Moi, là, en fait, le plus important cette saison pour Hurts, c'est qu'à la fin de la saison, tu saches en fait ce que tu as. Que tu ne sois pas le cul entre deux chaises, à savoir, oui, il a un peu progressé, mais est-ce qu'il peut plus progresser, être un franchise quarterback ? Non, il faut qu'à la fin de la saison, le meilleur scénario pour l'équipe, c'est de savoir si tu lui files une extension parce que c'est un franchise QB, c'est un top 10 QB, il peut t'emmener gagner un Super Bowl, ou alors il n'est pas assez bon et on utilise tout ce qu'on a récupéré en tour de draft pour essayer d'en trouver un qui fait l'affaire.
Non, bah, ça va être intéressant à suivre. Après, pour la partie il peut courir, justement, ça va être le point un des points qui va être intéressant à suivre pour son développement, c'est est-ce qu'il va être assez patient dans la poche ou pas? Parce qu'on le sait, il est très athlétique, il peut sortir de la poche. Mais est-ce que quand il aura une poche clean, il sera capable d'attendre les 2, 3, 4, 5 secondes supplémentaires que lui donne la ligne offensive? Ou est-ce que, comme l'année dernière, il va avoir tendance à s'échapper et à courir? Ce qui va Donc ça, changer, c'est... Loïc, c'est qu'il y a des receveurs. Alors certes, parfois ils loupaient des passes faciles. Et ils loupaient même des ouvertures faciles. Mais il y a quand même, là où ça va être encore plus simple de le juger, entre guillemets, c'est qu'il y a des gens pour réceptionner les ballons et pas les dropper ou les rater. Donc il n'y aura plus d'excuses, en fait. Eh bien, Ouais. allons-y sur ce deuxième poste de l'attaque des receveurs. Donc, on a deux grandes stars, enfin, une star, A.J. Brown, une star en devenir, Devonta Smith, qui a fait une excellente première saison, mais attendons un peu. Après, on a du Quez Watkins, plutôt menace profonde, rapide, du Zach Pascal, qui a un peu perdu le fil de sa carrière, mais il est de retour avec Sirianni, donc pourquoi pas, on va dire que c'est un joueur de complément. On a Jalen Reagor qui fera des cafés, évidemment, pour tout le reste de l'escouade. Justement, donc Greg avait commencé à en parler. Loïc, là on ne peut pas nier que, et ça fait bizarre de dire ça après des années de disette, mais sur le papier, l'escouade de receveurs, c'est un point fort. Ah bah, sur le papier, c'est peut-être, si tu prends les 4 premiers receveurs des Eagles, c'est peut-être les squads sur le papier la meilleure que tu aies jamais eue, en fait. Si tu prends les 4 ensemble. Donc, c'est sûr que ça va renforcer les attentes envers Hurts. Parce que s'il passe son temps à courir alors que tu as A.J. Brown et Devonta Smith qui sont censés faire tous les 2 milliards par saison, et on en parlera après, il y a Goddard aussi. Donc, sur le papier, il a énormément de cibles. Donc là, c'est sûr qu'il n'aura pas d'excuses. Et A.J. Brown, j'espère que A.J. Brown va rester en bonne santé toute la saison parce que c'est un monstre. C'est un monstre physique. Juste qu'on ne va pas abuser des screens parce qu'on avait tendance parfois à en abuser un peu l'année dernière. Et A.J. Brown étant très fort là-dessus, c'est bien d'utiliser cette arme de temps en temps, mais il faut savoir être modéré. Non, mais A.J. Brown, Oui. excuse-moi, je veux juste rajouter. Moi, A.J. Brown, j'espère que de temps en temps, on va juste lui balancer un ballon en l'air. Juste, tu lui balances un ballon en l'air, tu lui donnes une chance. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça a l'air d'être un sacré leader quand même s'il a que 25 ans, parce qu'on le répète, il a que 25 ans, A.J. Brown. Ça a l'air d'être un leader en plus, donc beaucoup d'attentes. Grégory, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces receveurs ou est-ce que tu veux passer sur le poste de tight end, par exemple? Non, mais toi aussi, exprime-toi dessus. Mais moi, franchement, moi qui suis ça depuis encore plus longtemps que vous, en tout cas les Eagles, je me pince pour y croire, quoi. Je me dis, c'est incroyable. On a des meilleurs receveurs universitaires des 10 dernières années. Un mec qui a enfin confirmé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'était vautré sur nos 2 derniers choix de receveurs choisis haut en plus. Et Jim Brown, c'est… Ouais, franchement, depuis la draft, je suis sur un nuage. Parce qu'il ne se plantera pas. Si Hurts est bon, même pas très bon, si Hurts est bon, il va faire sa saison à 1 milliard. Donc, c'est fou. Et Smith à côté. Et je me dis qu'une fois que les défenses devront défendre sur ces 2 gars-là, il faudra éviter les menaces Watkins, Pascal ou autres, parce qu'on a encore quelques-uns qui vont très, très vite derrière. Je ne sais pas comment on tournera. Et il y a du tight end solide. Wow, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça hyper excitant. Hyper excitant. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que les receveurs, c'est un point fort. Les tight ends, c'est un point fort aussi parce que Dallas Goedert est un top 10 joueur à sa position en NFL. C'est un receveur et c'est un bloqueur, ce qui est quand même une très bonne nouvelle pour un quarterback double menace parce que si tu as un tight end pur receveur qui ne peut pas bloquer, c'est parfois un peu plus compliqué de sortir de ta poche. À côté de ça, on a Jack Stoll qui était quand même la bonne surprise de l'année dernière. On l'a vu venir, on ne l'a pas vu venir d'ailleurs, il est arrivé un peu de nulle part et il a montré qu'il pouvait faire le boulot. On a Calcaterra qui est un projet intéressant. Globalement,
receveur plus tight end, et surtout si on voit les titulaires A.J. Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert, pour moi, on est sur du top 5 NFL. Donc, forcément, c'est un point fort. Faut pas qu'il se pète, hein, parce qu'en tight end, Oui. t'as beau citer les deux autres, on est quand même, par la force des choses du roster et tout ça, du nombre de joueurs dans cette place-là, on est plus limité qu'en receveur. Si dans receveur, tu as une de tes deux stars qui se pète pour 2 matchs, tu peux quand même espérer gagner les matchs. De toute façon, à l'exception des lignes, et on part d'un roster qui était décimé il y a 2 ans, donc on ne peut pas non plus faire de la magie. À l'exception des lignes, ouais. Je veux dire, on n'a pas une profondeur dingue. On l'a vu en pré-saison. Hein. Les remplaçants, c'est compliqué, surtout en défense, mais aussi en attaque. Donc, malheureusement, il faudra vivre avec ça et il faut des années pour renforcer un groupe. On a parlé des receveurs, des tight ends, donc tout ça, c'est génial. On reste chez les skill players. Et là, on va peut-être être plus nuancé avec le poste de running back. Miles Sanders, Boston Scott, Kenneth Gainwell. Loïc, déjà, où est-ce que tu les classes? Et est-ce qu'on est d'accord que ça serait une grande déception si on commence la saison sans un renfort de type running back buffle, un mec pour faire des 3-1, des 4-1? Oui. Et je pense qu'on va commencer la saison sans Sanders, puisque ça fait au moins 10 jours, 2 semaines qu'il ne s'entraîne pas. Ça rappelle la saison d'il y a 2 ans où il avait le même type de blessure et on nous avait dit oui, il sera prêt. Au final, il avait loupé le premier match quand même. Moi, Sanders, je lui fais pas confiance, que ce soit pour les fins de match ou même pour rester en bonne santé toute la saison. Boston Scott, c'est limité, quoi. Bon, après, il est pas trop du genre à faire des fumbles, donc, mais c'est limité. Gainwell, a priori, il a déçu les entraîneurs pendant le camp d'entraînement. Donc, moi, c'est une interrogation, running back. C'est même une faiblesse. Au niveau des skills players, c'est clairement la moins bonne unité. Là, il n'y a même pas photo. Après, c'est vrai qu'il est facile. Non, sur le papier, il est plus facile d'en trouver qui sont sans contrat. Par exemple, est-ce qu'un Sonny Michel qui vient d'être coupé par les Dolphins pourrait pas rendre service 2-3 matchs si Sanders est pas apte à commencer la saison? Ouais, mais ça t'apporte pas du physique, quoi, Sonny Michel. Hein. Enfin, avec tout le respect que j'ai. Non, mais il te faut du physique, mais il te faut aussi quand même. Non, j'entends. Alors, moi, j'avais en faiblesse aussi. Hein. J'avais en faiblesse aussi, donc je suis assez d'accord avec toi. Greg, est-ce que pour toi, c'est une faiblesse aussi? Alors, forcément, la comparaison fait mal avec les receveurs et les tight ends, mais intrinsèquement, c'est quand même un groupe. Enfin, Sanders, c'est ce qu'on appelle un home run coureur, c'est-à-dire qu'il va faire des gros gains, mais c'est pas un hammer qui va faire des gains à répétition. On a des blessures, on a des problèmes de drop. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur ce groupe. Non, mais je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, je partage à 100%. C'est un peu faiblard par rapport au reste. J'essaie juste de me projeter dans la construction de l'attaque. Je suis OK avec vous sur le côté skill player, c'est la moins bonne zone. Je suis OK sur le buffle, nécessaire parce qu'il y aura le bol qu'on échoue parfois sur ça et il faut mettre du HB. Maintenant, il y a 2 trucs, je vais nuancer sans vouloir faire du positif pour du positif, j'aurais quand même nuancé un tout petit peu. On va peut-être avoir moins besoin de courir, enfin normalement, on va avoir moins besoin de courir que l'an dernier. Donc, est-ce que tu as besoin de mettre tout le budget là-dessus? Ensuite, je voudrais quand même qu'on récompense la saison dernière des gars qui ont couru, parce qu'avec le changement de stratégie et de tactique de Nick Sirianni, on a eu beaucoup de courses et on a quand même beaucoup avancé et beaucoup gagné de matchs, malgré le fait que ce ne soit pas des noms. Donc, c'est pas rien et je pense qu'il ne faut pas le balayer comme ça et l'oublier. Je trouve aussi que sur Boston Scott, un mec qui chaque année terrasse les Giants tout seul, ça me va parce que j'aime bien combattre les Giants, ça c'est plutôt pour la blague. Et Sanders, je crois qu'avec un quarterback capable de courir, des receveurs capables de faire des gros plays, un mec qui peut te faire une avancée dans le match de 50 ou 60 yards, plus 2-3 portées pour en faire 10-20 de plus, c'est suffisant pour cette saison. Voilà. Moi, ce n'est pas là où j'investirais. Alors, moi, je suis d'accord que Running a été très efficient l'année dernière, mais je pense que ce n'est pas tellement grâce au running back.
Et ça rejoint. Moi, je suis assez d'accord de ne pas investir sur la position parce que je fais partie des gens qui pensent que. Mais si ça rejoint la ligne, Victor, tu l'as toujours ta ligne. Non, mais exactement. Donc, le fait est que moi, je fais partie des gens qui pensent que le jeu de course dépend beaucoup plus de la ligne que des coureurs. Et que les coureurs, tant qu'ils ne font pas de fumble, on n'a pas forcément besoin d'avoir des monstres. Et on va y venir, cette ligne. Avec des tackles, Malaita Johnson en remplaçant Dillard, avec au centre Kelsey remplaçant Jurgens, et avec au niveau des gardes, Landon Dickerson, Sua Opeta, Isaac Semalo, Kayode Awosika, des joueurs qu'on connaît. Alors, Awosika, Jack Anderson, il y en a peut-être un des deux qui sera coupé ce soir et sera dans le practice squad, mais globalement, on a en plus un coach de position qui est extraordinaire. Moi, je pense que aujourd'hui, cette ligne est top 3 NFL. Et que, encore une fois, si pas de pépin physique, on y revient, hein, mais bon, alors Kelsey ne jouera peut-être pas la week 1, mais c'est peut-être le moins embêtant, parce qu'au pire, on verra ce que vaut Jurgens. Mais pour le coup, si cette ligne reste en bonne santé et performe comme attendu, ton attaque ne peut pas ne pas marcher pour moi. Parce que pour Hurts, ça sera un boulevard, dans la course comme dans la passe. Et pour les receveurs, ça leur laisse du temps de se démarquer. Pour les coureurs, ça leur donne des espaces pour courir. Enfin, cette ligne, pour moi, c'est la force de cette équipe. Historiquement, OUI investit sur la ligne. Et encore une fois, c'est bien fait. Loïc, là, on est sur du gros point positif. Peut-être le plus gros point positif de toute l'équipe. Bah, clairement, pour moi, on a 9 ou 10 joueurs qui sont capables de jouer en NFL. Donc, c'est quand même énorme. Quand on sait que dans la ligue, il y a une pénurie de linemen offensifs, là, tu as un entraîneur de joueurs et une unité qui fait que demain, si tu as un starter qui est blessé, bah, pour le moment, sur le papier, tu as un backup qui est capable de limiter la casse. Alors, bien sûr, je dis pas que les 10 vont être 10 excellents joueurs, mais c'est 10 joueurs qui peuvent jouer en NFL et avoir un niveau correct. Quand on voit la progression d'un gars comme Sua Opeta, dont on se moquait il y a encore 2 ou 3 ans quand il était sur le terrain parce que bah, il était pas très bon, hein. Je crois qu'il avait même starté un match de playoff contre les Seahawks et ça avait été assez catastrophique. Bah, quand tu vois ce qu'ils sont tous capables de faire, ils sont capables de dépanner et pas être une énorme faiblesse, quoi, si un backup doit jouer. Donc on sait très bien qu'il y aura forcément une ou deux blessures sur la ligne au cours de l'année, hein. C'est partout dans toutes les équipes. Faut avoir une sacrée chance pour avoir aucune blessure pour un titulaire sur la ligne offensive. Donc oui, c'est le gros surtout, point fort de l'équipe. Tu peux faire reposer aussi, hein. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'attendre une blessure. C'est-à-dire que si un match se passe bien, tu sais que tu peux faire rentrer des gars. Tu n'es pas obligé de faire jouer tous les snaps par moment. Moi, je trouve que c'est pas mal de donner cette profondeur. Et je ne répète pas ce que vous avez dit, parce que vous avez tout bien dit et je pense pareil. Il y a juste un truc. On s'est amusé à la naissance de ce podcast, enfin, surtout Loïc, à dire, et souvent à juste titre, même si nous, on nuançait du mal de Will Roseman, il faut aussi souligner que cette ligne-là, c'est sa construction et qu'il y a 2-3 choses qu'il a changées depuis 2 ans. Ça tombe mal pour toi, mon Lolo. C'est pile poil quand arrive le podcast, mais qui font que c'est bien joué, qu'il y a eu des bonnes drafts, il y a eu des coups de poker réussis. Et je voulais juste le souligner là-dessus parce que historiquement, c'est là où on était bon. Et je trouve que l'organisation, comme ça, je vais parler de l'organisation parce que j'ai l'impression que les coachs, le head coach, les coachs et le propriétaire, ainsi que le GM, évidemment, ont travaillé main dans la main. Ils ont vu ce qu'on voyait. Ce n'est pas toujours le cas. Certains n'identifient pas les points faibles alors qu'ils paraissent évidents. Et je voudrais saluer ce travail-là avec cette OL que moi, j'appellerais la EL, l'Erectile Line, vu son niveau. Eh ben, ça me va comme nom, ça me va. Greg, pour te faire parler en premier, je vais continuer à te faire parler de ligne, mais on va passer en défense. La défense, et alors, sur la ligne défensive, il y a du muscle et il y a du nombre. Alors, je redonne les noms au niveau de défensive tackle. Fletcher Cox, Jordan Davis, Javon Hargrave, Milton Williams, on peut même parler de Marlon Tuipulotu.
Je vais y arriver. Au niveau des edge, on a le grand Derek Barnett, l'énorme Derek Barnett, un peu notre idole, Brandon Graham, Josh Sweat, on a aussi Hassan Reddick, qui est linebacker, edge. On va dire qu'il va évoluer parfois sur deuxième rideau, mais ça reste un edge. On est d'accord, Grégory, que sur cette ligne-là, c'est un peu comme la ligne offensive, c'est-à-dire qu'il y a du talent, il y a de la profondeur, ça doit être le socle de notre défense. Ça doit être le point fort de notre défense. Ouais, alors là, si tu voulais que je cherche autre chose que la EL sans pas l'avoir préparé, je dirais c'est la TT, c'est la talentueuse et teubée line. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des talents, mais on a aussi quelques gars qui dégoupillent, qui pètent les plombs. Je l'aime bien, cette ligne-là. Je trouve qu'elle s'est bien renforcée. Ça a été bien drafté une fois de plus. Maintenant, j'attends un tout petit peu de voir. J'attends de voir si Cox est vraiment fini ou pas fini. Derek Barnett, j'attends de voir s'il va nous faire un record de mouchoir jaune qui tombe au sol et qu'à cause de lui, on est en panique sur une 3e et 1 et 3e et 2 alors que c'était stoppé. Maintenant, Hargrave, Sweat, Reddick, voilà, je les aime bien et je trouve qu'on a réussi à beaucoup plus saquer les QB que l'an dernier. Je trouve qu'on a été beaucoup plus agressif. J'aimerais que ce soit encore le cas cette année. Et j'attends, moi, de la part de Gannon, une agressivité forte et de tous les instants. Voilà, c'est ce que j'attends le plus. Loïc, confiant aussi pour cette ligne? Moi, je suis plutôt en point d'interrogation parce que il y a quand même pas mal de points d'interrogation en entrant dans la saison. Il faut pas oublier que Graham revient d'une blessure très sérieuse. Hargrave a une blessure aux orteils, ce qui n'est pas anodin pour un joueur de football américain, en particulier un lineman. Cox, Greg l'a dit, Cox, pour moi, il est bouilli, donc j'en attends pas grand-chose. Et après, faut que Sweat continue à son développement et à progresser et qu'il arrive à faire une dizaine de sacs cette année. Et puis, l'utilisation de Reddick, ça va être intéressant à voir. Est-ce qu'ils vont rusher à 5, à 4, à 6 Moi, je suis pas aussi confiant que la ligne offensive, très clairement. Il y a du potentiel. Tu ne mettrais pas en point fort, mais en interrogation? Mais il n'a pas tort. Hein. Il n'a pas non, tort. Mais je vais reprendre ce que c'est moins magistral. Non, mais c'est vrai que c'est moins magistral. Il y a moins peut-être de certitude qu'il peut y en avoir sur la ligne offensive. Moi, je considère quand même que c'est un point fort. Je vais reprendre ce que tu as dit, Victor. C'est censé être le point fort. Et de ça va découler de beaucoup de choses pour la défense. Si le pass rush, puisque tu cherchais un terme pour Reddick, ça va être pass rusher, plutôt que edge ou linebacker, on verra bien comment est le système. Mais c'est censé être le point fort de la défense. Si c'est vraiment un point fort, alors oui, la défense va être à un bon niveau forcément. Par contre, si ça ne performe pas au niveau que tout le monde espère, vu l'investissement, vu les noms, vu tout ça, ça peut être tout de suite plus compliqué, puisqu'on en parlera à la fin des safety, mais ça peut être tout de suite plus compliqué s'ils ne sont pas le point fort de la défense. Mais en attendant, on peut faire une saison avec une escouade de receveurs top 3 NFL et des sacks et des linebackers. Alors, excusez-moi, mais ce n'est pas très Eagles, tout ça. Hein. Oui, mais on rappelle d'ailleurs qu'au niveau des sacs, on était 31e, je crois, l'année dernière. Donc, ça fait quand même partie des choses à grandement améliorer. On va passer dans des postes où la définition peut-être est un peu moins claire. On va commencer par linebacker avec Davion Taylor, Kizzy White, Kyron Johnson, T.J. Edwards, Nakobe Dean, Sean Bradley aussi. Donc, on verra lesquels sont conservés. Moi, je vais me mouiller déjà là. Je pourrais comprendre qu'on te place en point faible. Moi, je vais le mettre en interrogation / potentiel parce que je comprends les réticences physiques qui ont fait chuter Nakobe Dean, mais il faut bien se rendre compte que Nakobe Dean, avant la draft, c'était un top 20 quasi assuré. Et pour moi, il peut avoir un impact immense dans cette défense. Et je crois également beaucoup en Kizzy White, qui était très bon aux Chargers. Donc, je dirais qu'ils ont tout à prouver, mais je n'ai pas envie d'appeler ça un point faible parce que
on est à une explosion de Nakobe près d'avoir un groupe solide, je dirais. Là encore, il ne faut pas qu'un des deux se blesse. Un des trois, on va mettre TJ Edwards avec, parce que derrière, c'est plus faible. Non, mais Victor, je t'adore, mais tu n'es pas sérieux. C'est évidemment un point faible. Quand tu vises les playoffs, que tu vises la finale de conférence, que tu as eu deux telles lignes, que tu t'es renforcé derrière avec les CB, tu ne peux pas te dire que c'est un point fort. Il y a des doutes. Non, j'ai dit une interrogation. Pour moi, au mieux, c'est j'en sais rien. Dire que je suis incapable, là, aujourd'hui, dans ce podcast, de savoir s'ils vont être bons. Incapable. C'est un peu la définition d'une interrogation, du coup. Oui, mais du coup, l'interrogation, ça ne peut pas être « Oh, vous êtes dur, ça reste un point fort, ça ne peut pas être un point faible. » À partir du moment où je ne sais pas, alors que la NFL demande des certitudes, pour moi, c'est un point faible. Ah, mon chien est d'accord. Tu es d'accord, Sunset? C'est un point faible. On va dire que c'est une interrogation négative, du coup. Non, Loïc. moi, je pense que ça peut être la bonne surprise. Ah, et je suis pas aussi recevoir du soutien de ta part. Non, mais je suis pas aussi pessimiste de Greg parce qu'il y a une chose à prendre en compte, c'est qu'avec les schémas qu'on suppose de Gannon, il y aura la majorité du temps, il y aura 2 linebackers sur le terrain, voire qu'un seul. Tu as quand même dit dans un podcast du Fly Podcast Live, je ne vais pas être pessimiste comme Greg. C'est-à-dire qu'on en est là. On en est là. Oui, on en est là. De la bande. Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, alors je crois que c'est un journaliste de The Athletic qui fait ça chaque année, qui demande aux joueurs quel va être le breakout player de la saison. Et il y en a beaucoup en défense parmi les leaders, notamment Graham, Cox, qui ont répondu Keizer White et TJ Edwards. Alors, oui, bien sûr, ça veut. Bien sûr. On n'en sait rien. Mais non, mais attends, Greg, tu es le négatif. Loïc est un homme positif. Mais non, mais c'est une nouvelle saison. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? C'est une nouvelle saison. Les choses ont changé. On rabat les cartes. Les personnalités changent. Moi, je suis toujours affreusement neutre. Hein. Bon, en même temps, j'ai épousé une Suisse. Hein. Mais vous échangez les rôles. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais je comprends ce que vous dites. Je comprends les arguments des journalistes américains. Mais je dis, c'est de la magie noire d'être capable de dire ça va le faire. On n'en sait rien. Franchement, je ne peux pas le classer en positif, négatif. Ça ne peut être que bien. Ou en chialera. Je vous trouve fascinant sur ce coup-là. Mais non, mais pour moi, TJ Edwards, quand il a joué, il a toujours été correct. Et moi, je rentre dans la hype. Pas bon, correct. Dans la hype, Keizer White, playmaker potentiel au poste de linebacker. Et moi, je suis dans la hype Nakobe Dean. Et Nakobe Dean qui commencera pas comme titulaire le début de saison. Mais on y croit. On a notre linebacker du futur. Allez. Qui est le mec qui part? Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est? T'as remarqué qu'il n'a pas mis sa vidéo. Hein. On n'a aucune preuve que c'est vraiment lui. Non, mais parce que vous ne voyez pas le. Non, mais c'est un insider des commandeurs. C'est un insider des commandeurs. On ne sait pas qui est cet homme. Non, mais attendez. Bon. Il travaille à Washington, cet homme. Messieurs, je vais tous vous mettre d'accord avec le poste de safety. Reed Blankenship, André Chachere, Marcus Epps, Anthony Harris, Kevin Wallace. C'est le gros point faible incontestable de cette équipe, attaque et défense confondues. Loïc. Oui, désolé, je suis en train de fermer ma voiture. Non, mais safety. Si on me dérange, tu le dis, on est entre nous. Excusez-moi, mais pour vous expliquer, j'ai dû aller sur un parking à 5 km de mon logement de vacances pour avoir du réseau. Non, mais safety, clairement, moi j'avais dit qu'en free agency, c'était le deuxième plus gros need. Donc, ils ont essayé d'avoir Marcus Williams, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et depuis, le seul joueur qui avait été signé, c'était Jacquizzy Tart, qui s'est déjà fait couper. Donc, on en est à un point où on espère que Marcus Epps va être bon. On espère aussi qu'on va trader pour Chuck Clark, qui est toujours mécontent du côté de Baltimore. Ouais, parce que là, franchement, c'est mais franchement... dans le fantasme, ça, ou c'est dans les papiers? Ça a failli avoir lieu à la draft en échange de Clark contre Agolor.
Ça a failli. Non, contre Reagor. Réagor, bah, vous voyez. Ça y est, tu m'as Euh, convaincu. Hein. Reagor, c'est bon. Ça... Mais Clark Reagor, on signe tout de suite, c'est maintenant. Ça part. Ouais, mais apparemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils voulaient des compensations de draft et tout. Enfin bon, en tout cas, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Est-ce que ça va revenir sur le papier? On verra. Je sais qu'ils se sont séparés de Jefferson, donc ils ne doivent plus être qu'à Ouais, trois mais safety, c'est donc... comme je te disais, Jefferson, depuis qu'il s'est blessé. Oui, il n'a pas joué depuis longtemps, mais du coup, le groupe est un peu plus faible, donc je ne sais pas. On verra. Mais du coup, Greg, on est d'accord, c'est le point faible. Hein. C'est le gros point faible. C'est la déception de l'intersaison, alors que je trouve que ça a très bien travaillé. Bon, je pense qu'ils ne vont pas partir avec ça. Voilà. Je pense qu'on aura un vétéran avant le début de la saison. Je n'imagine pas que ça parte le 11 septembre sans un safety d'expérience. Voilà. Donc, c'est le point faible. 3 points de suspension pour l'instant. Et moi, ce qui me gêne, c'est que Marcus Epps, il était mauvais il y a 2 ans. Puis de mauvais, il est passé à faible. Puis de faible, il est passé à correct l'année dernière. Et j'avais vraiment envie qu'il continue son développement dans l'ombre parce que je pense que son plafond, ça reste très bon remplaçant, pas forcément titulaire, mais très bon remplaçant. Et en fait, au lieu d'avoir un développement dans l'ombre, là, il va être en première ligne et on connaît les médias à Philadelphie. S'il se prend 2-3 gros catchs, il va direct être brûlé sur la place publique. Donc, en plus, on met en risque des joueurs qui n'ont pas forcément le potentiel. Donc, Après, Victor, en vrai, tu as raison sur ce que tu dis, mais si jamais Epps prend une tornade parce qu'il prend 2-3 gros plays, bah, c'est pas très grave. Au pire, tu perdras ce que tu dis, un très bon remplaçant ou un bon remplaçant. Je suis d'accord. C'est pas très grave pour les Eagles. Bah, c'est embêtant pour lui, mais ils sont exposés, c'est leur métier quand même, tu vois. Donc, moi, à la limite, tu fais ça sur un rookie qui a plein d'espoir. Bon, ok, là, ça va. Tu es sur un mec quand même qui a augmenté en partant de 0, tu vois. Ouais, bien sûr. Messieurs. Après, juste, c'est quand même à se poser la question, pourquoi ils n'ont pas essayé de garder McLeod? Vu le contrat que McLeod a signé aux Colts, 1 an pour quasiment le minimum, je crois. Vu l'état de la position, McLeod aujourd'hui, il ne serait pas trop. Hein. Ouais, mais après, t'en sais rien, discussions. Ça se trouve, McLeod, il a dit je vais être titulaire à tous les snaps, c'est non négociable, ou j'en sais rien. Enfin, tu sais, il y a un moment, on ne sait pas non plus ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Mais clairement, c'était pas non plus la star, quoi. Moi, franchement, vous parlez de des gars qui sont partis ou qu'on attend comme des stars. Alors, c'est désespérant, ce poste-là. Greg, c'est pas ça, mais tu peux pas avoir des stars à tous les postes. Donc, à un moment, il faut que tu aies des joueurs solides ou même des leaders parce que c'était un leader. Là, franchement, moi, safety, pour moi. Solide. Pour moi, safety, c'est le poste clairement qui peut flinguer toute la défense. Ouais, non, je suis pas d'accord avec ça. Si tu adaptes ton schéma de jeu, tu peux largement minimiser l'impact des safety. Et ça dépend du QB en face, quoi, aussi. Hein. Ouais. Non, je suis un peu plus mesuré que moi, pour moi, c'est même là. Enfin, pardon, Loïc, pour la première fois, je vais être en opposition de cette année, je parle. Mais pour moi, c'est limite le poste le moins important. À partir du moment où tu as des bons CB, une belle ligne, des bons linebackers, tu mets la pression, un coach défensif qui est capable de s'adapter à l'équipe d'en face, je pense qu'il faut juste des joueurs NFL, même pas des très bons joueurs NFL. Moi, je suis assez d'accord avec ça, sauf à avoir un schéma vraiment spécifique avec un seul safety en deep assez régulièrement. Dans ce cas-là, oui, il faut que ton safety l'assure. Mais sinon, pour moi, c'est le poste le moins important de la défense. Je suis assez d'accord. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Tu as qu'à regarder les salaires. Hein. C'est quand même pas le poste le mieux rémunéré. Hein. C'est sûr. Et messieurs, on va finir. On fera les équipes spéciales, évidemment, mais on va finir ce tour de table de la défense. Et là encore, je pense qu'on n'a pas 1 million de débats à avoir. Cornerback, James Bradbury, Darius Slay, Avonte Maddox et tout un tas de jeunes derrière. Point fort, hein, c'est quand même un des duos de cornerback les plus impressionnants de la ligue. Difficile de faire autre chose que point fort, Greg. Bah, c'est surtout que, quand je disais tout à l'heure en rigolant que ce n'était pas très Eagles d'imaginer des plaquages linebackers et des réceptions de receveurs, bah, là aussi, c'est historiquement dans la franchise un énorme point faible. Le recrutement de Slay s'est avéré judicieux parce que
Parfois, tu as des vétérans qui prennent l'argent et qui jouent un peu moins bien. Il a quand même été très bon. Il a très peu explosé. Il a été au Pro Bowl. Voilà, c'est une super réussite. Bradbury, c'est une opportunité de marché parfaite. On l'évoquait dans les conversations entre fans d'Eagles. On l'évoquait tous les trois. Ils sont allés le chercher. Il connaît très bien la division. Il aura envie de se venger des Giants. Pour moi, tout ça, c'est positif. Maddox, c'est la révélation quand il jouait en slot, alors qu'il était plutôt déceptif et insécure quand il jouait CB1, CB2. Voilà, ça a très bien travaillé et je trouve que c'est la récompense du bon travail de l'organisation. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Loïc, tu as quelque chose à rajouter sur les cornerbacks? On est bon. Non, bah, puisque c'est un peu l'actualité du moment, si vous connaissez un bon marabout, pour pas qu'il y en ait un des trois qui se blesse. Alors, je crois qu'il faut appeler un certain Mathias P, si j'ai compris l'actualité, pour les marabouts. Donc, on vous tiendra au courant. On va finir sur les équipes spéciales. Kicker, donc Jake Elliott. Monsieur Poteau du milieu, Monsieur Poteau du milieu, Monsieur Poteau du milieu. Poteau du milieu, s'il est à plus de 35 yards. Bizarrement, c'est quand il est à moins de 35 yards qu'il y a des problèmes. Non, pas l'an dernier. Pas l'an dernier. T'es vraiment une petite ordure. Hein. Pas l'an dernier. Je l'aime bien en plus. Alors, arrête d'être comme ça. Ensuite, bon, alors le problème, et vous savez à quel point c'est un poste cher à mon cœur, hein, le problème, c'est que c'est toujours Arryn Sipo, ce punter. Et ça me contrarie. Bon, finalement, on a bien fait de ne pas prendre Matariza. Hein. Je m'excuse pour la recommandation. Hein. Finalement, ce n'était peut-être pas le bon plan. Pardon. Et le long snapper, donc ça, par contre, tu peux peut-être expliquer, Victor. Tu peux peut-être expliquer pourquoi. Oui, affaire apparemment de viol en réunion sur mineur à San Diego State. Donc, il a été coupé par les Bills et il devra répondre de ses actes devant la justice. Notre long snapper, c'est Rick Lovato, hein, comme depuis quelques saisons. Moi, je vais vous dire, je le mets en interrogation parce que on va dire que voir point faible. Parce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est ni les kickers, le punter me dérange un peu, mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas de retourneur. Et ça fait combien d'années qu'on n'a pas un vrai bon retourneur fiable et constant? Moi, j'ai l'impression que vraiment, il manque toujours ça. Et Eddie Jax, c'est tout. Non, depuis les années Chip Kelly. Avec Darren Sproles, t'avais même Paul qui avait mis un retour t'avais Josh Huff. Non, sous Chip Kelly, les special teams, c'était vraiment, ça avait une importance. Et depuis, en termes de retour, mais qu'est-ce qu'on est nul. En plus, quand tu vois qu'il y a un kick-off ou un punt qui arrive, tu sais que 99 fois sur 100, il va rien se passer de positif. C'est même pas excitant, rien. Et franchement, il y en a des joueurs qui auraient pu être pris en fin de draft. Mais t'as l'impression que c'est pas priorisé du tout. C'est un peu bizarre. Et moi, je comprends pas, par exemple, qu'un Quez Watkins, avec sa vitesse, soit pas utilisé, par exemple, sur des retours. Mais c'est vrai qu'il y a des choix qui sont étonnants. Là, apparemment, le favori, ce serait Jalen Reagor. Oui, avant la draft ou après les premiers matchs, on espérait que Reagor le soit. Bon, depuis, on s'est aperçu qu'il avait des moufles et pas d'intelligence de course. Mais ils ont tenté avec lui. Mais moi j'étais 100% pour qu'il soit retourneur. Mais la réalité, c'est que s'il retourne 3 yards, déjà, c'était bien l'année dernière. C'est un bust surtout, en fait. C'est un bust surtout. Même en special team, il n'est pas capable de contribuer. La seule raison pour laquelle il va faire le roster, c'est que tu ne peux pas le couper. Ça coûterait trop d'argent avec le cap qu'on a de le couper, en fait. Et mettre Ouais, personne n'en veut. Donc, mettre un jeune joueur à la place, en fait, ça ne vaut pas les 3 ou 4 millions que tu vas payer en plus. Désolé, mais que les special teams, il ne va pas être dans les 4 receveurs, alors. Il ne va rien jouer du tout. Il va être 5e receveur, il va être sur le banc et puis c'est tout. Après, en retourneur, on peut avoir la surprise Britton Covey s'il le garde. Le receveur, on peut avoir Kenneth Gainwell, mais bon, c'est quand même pas leur spécialité, quoi. Donc, Kenneth Gainwell qui ne sera pas Hall of Famer. Hein. On précise tout de suite. Il ne sera pas Hall of Famer. On verra. Par contre, il y a un joueur qui pourrait être coupé par les Panthers. A priori, les Eagles avaient un petit intérêt en mars. C'est André Roberts. Oui. Qui est un très bon retourneur de kick. Donc, s'il est coupé par les Panthers, il faudrait peut-être se bouger
pour Ouais, je suis avoir assez un joueur d'accord. qui amène quelque chose. S'il est coupé vraiment, oui, complètement. Et puis on va voir parce que là, a priori, il y a 2 bons punters qui ont été relâchés par les Titans et les Broncos. Donc peut-être qu'ils vont ils vont faire un switch. On va voir. Bon, on va voir ça. Messieurs, c'est le moment. On a parlé de tous les postes. Un à un. Des forces, des faiblesses, des interrogations, des progressions. Maintenant, il va falloir vous mouiller, messieurs. Il va falloir nous donner un pronostic. Je vais donner, dans ma grande gentillesse, le calendrier des Eagles. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Moi-même, je dois avouer que cette année, j'ai un peu du mal à le retenir. Donc, on commence, on va dire, de façon assez abordable avec déplacement chez les Lions. On accueille les Vikings. Déplacement chez les Commanders. On accueille les Jaguars. Déplacement chez les Cards. On accueille Dallas. Bye week. On accueille Pittsburgh. On se déplace à Houston. On accueille Washington. On se déplace à Indianapolis. On accueille les Packers. Les Titans. On se déplace chez les Giants. On se déplace à Chicago. On se déplace à Dallas. Et ensuite, on accueille New Orleans et les New York Giants. Moi, je vais vous dire tout de suite, messieurs. Quand ton calendrier, c'est la NFC Est, croisé avec la NFC Nord et croisé avec la FC Sud, ce qui est à peu près le meilleur qu'on puisse avoir, il est inenvisageable de ne pas faire les playoffs. S'il n'y a pas les playoffs, c'est une catastrophe. Et c'est vrai pour les Eagles et les Cowboys. Les deux doivent faire les playoffs avec ce calendrier-là. Cela étant dit, je vais quand même rester mesuré. Je ne vais pas annoncer 14 victoires. Je pense que... Attends, j'arrive alors. Je pense que 10 victoires et 7 défaites, c'est ce qu'on doit... C'est le minimum qu'on doit viser. Et 11 victoires serait un bon résultat. Ouh, c'est 12-5. C'est évidemment 12-5 sur ce calendrier. Tu n'as pas le droit de faire moins de 12 victoires. Alors évidemment, on en rigolera dans un an, dans 8 mois, quand on sera à 3-14 pi comme résultat de calendrier. Mais merde, après tout ce qu'on vient de dire, le nombre de points positifs, le bon travail d'organisation, le calendrier, bah écoutez, il y a un moment, si hors enthousiasme démesuré, on ne l'est pas, il faut arrêter tout. L'an dernier, le 9-7, je ne sais plus combien on fait, 17, je ne sais plus, ou 9-8, l'an dernier, 9-8. On part en play-off sur un calendrier pas simple, une première vraie saison de Hurts, des absences partout. Franchement, cette année, tu dois gagner les Lions, les Vikings, les Commanders, tu dois battre 2 fois. Tu dois gagner 1 fois contre Dallas, les Jaguars, Pittsburgh, les Titans, les Giants, tu dois prendre les 2. Après Houston, tu dois prendre. Tu dois perdre. Moi, j'ai noté en défaite, une défaite à Dallas, les Packers, New Orleans et les Cards. Pour moi, j'ai 4 défaites cette année. Voilà. Alors après, tu as toujours une mauvaise surprise et une bonne surprise. Donc, je ne vais pas aller à 13-4 et je vais me mettre un 12-5. Et franchement, je pense que je suis juste par rapport au potentiel de l'équipe. En dessous, je serais déçu. On rappelle que quand même, on a une capacité de 2-20 assez élevée, puisqu'avant la saison 2020, on vous annonçait 12 victoires, on a fait 4-12. Et l'année dernière, on vous annonçait une saison négative, on a fait 9-8. Loïc, est-ce que tu es plutôt vers 10-11 comme moi? Est-ce que tu es plutôt vers 12 comme Greg? Moi, je serais à 11. J'ajouterais une défaite contre les Colts aussi. Alors, j'avoue que je l'avais marqué au début en défaite. 11 et vainqueur de division. Et ben, du coup, c'est assez facile à faire le calcul. 10, 11, 12. La moyenne, c'est 11 victoires. Donc, c'est annoncé. Le Fly Podcast Fly l'a annoncé. Donc, vous pourrez parier dessus. Non, je rigole, évidemment. Mais vous pensez qu'ils vont gagner la division ou qu'ils vont aller en wildcard? Je pense que ça ne dépend pas de nous. Je pense que ça n'a aucune importance. Des Cowboys. Moi, je pense que les Cowboys ont perdu la division avec la blessure de Tyron Smith. Donc, Alors voilà. Il y a quelques jours, avant Smith, je t'aurais dit ils vont nous battre. Mais bon, comme nous, on est dur à prédire, eux, c'est pire parce qu'ils sont capables de se suicider avec des belles équipes. Alors bon. Oui. Ils ont... De toute façon, la NFC Est,
Il y a 2 ans, on dit il n'y a aucun monde où la division échappe à Dallas et Philadelphie, et c'est Washington qui l'a gagné avec cette victoire. Hein. Donc, parfois, la NFC, c'était imprévisible. Moi, je m'en fous un peu qu'on la gagne. Moi, je veux surtout une bonne saison. Je veux beaucoup de victoires. Je veux une bonne saison de Jalen Hurts, une qualification en play-off. Alors, c'est sûr, c'est mieux hein, si on est champion de division et qu'on a un match de play-off à la maison. Mais j'en fais pas un objectif particulier. Bah, quand même, franchement, quand tu vois le match de l'an dernier en play-off, quand tu vois l'importance de se reposer pour une majorité d'équipes, même s'il y a toujours des surprises, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je crois que c'est important d'avoir et l'avantage du terrain, surtout à Philly où ça fait du bruit. Et si en plus on peut avoir la petite semaine de repos, alors là, mais le repos maintenant, avec voilà. le changement de play-off, le repos, c'est une seule équipe maintenant. Donc j'ai du mal quand même à croire. J'ai dit, je veux bien. Ouais, bien sûr. L'aurait. Non, mais je suis d'accord que l'avantage du terrain est énorme. Après, aller chercher les Rams ou les Packers. Après, avec tous les ombroglios de début de saison dernière, les Titans avaient fini premier de la AFC l'année dernière, alors que c'était clairement pas la meilleure équipe. Donc, c'est toujours possible. Hein, mais donc, ça, on verra. Voilà, donc, messieurs, merci pour ce moment. 11 victoires, c'est annoncé. Merci Loïc, merci Greg. Et on se retrouve très vite pour parler de la Week 1. Merci Victor, salut. Merci. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.